Canva Creator, ambassadrice Canva, fondatrice de The Lisbon Network, un réseau de freelance, d'entrepreneurs et de créatifs spécialisés. Rien que ça déjà, on se dit waouh, on est clairement dans l'univers de la création, du branding, de la communication visuelle. Alizé Laurence, bonjour. Bonjour, bonjour Thierry. Bonjour Alizé. Alors en même temps, c'est un univers dont on a besoin tous les jours, vous me direz, et parfois sans même s'en rendre compte. Alors le problème, c'est qu'on parle souvent de ces sujets de créa, de branding, de visibilité, de statut. Mais alors votre statut comme ambassadrice, vraiment, on voudrait bien savoir ce que ça recouvre. Et moi, le premier, parce que le mot ambassadrice, Canva, ça laisse rêveur. Être ambassadrice Canva, pour moi, c'est un peu comme dans la pub Ferrero Rocher. Vous voyez, sauf qu'au lieu d'empiler des chocolats en pyramide pour épater la galerie, eh bien, vous, de votre côté, vous empilez des calques et des éléments graphiques pour créer des pépites visuelles. Voilà, c'est tout aussi croustillant, mais ça fait, et ça je peux vous en parler, ça fait sûrement moins grossir. Voilà, donc, alors plaisanterie évidemment à part, ça impressionne. Voilà, ça fait rêver. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, vous allez bien entendu nous en parler dans quelques instants. Vous allez nous parler et nous éclaircir, bien entendu, par rapport à cela. Vous allez aussi nous parler de votre vécu, parce qu'avant d'être ambassadrice Canva, vous avez forcément un cursus professionnel. Et puis d'ailleurs, moi, je vais carrément vous demander la possibilité, Alizé, c'est de nous montrer sur Canva comment on fait une miniature. C'est ce que j'appelle la cerise sur le gâteau. Avant de voir évidemment comment on en arrive là, il faut comprendre, donc, comme je le disais, votre parcours, les choix, les risques et surtout la vision qui mène à ce type de reconnaissance, parce que rien n'arrive par hasard. Et vous allez voir que votre parcours est bien plus intéressant qu'on ne peut même le penser. Voilà, j'en dis pas plus. Alizé, on va parler de votre parcours dans une minute. À tout de suite. Voilà, le générique est passé. Alors, si on oublie les titres, les fonctions officielles, qui êtes-vous aujourd'hui? Parce que j'ai cru comprendre que vous êtes franco-malgache. Qu'est-ce que cette double culture vous a apporté dans votre vision du monde? Waouh, qui je suis, ça c'est la question des philosophes, hein, n'est-ce pas Thierry? Euh, je pense que ma double culture m'a permis d'aller voir plus loin, d'être plus curieuse. Je suis une personne qui est très intéressée, passionnée par l'autre, en fait, vraiment culturellement parlant. D'où le fait que j'ai choisi le Portugal pour venir m'installer, même si je reviens en France de temps en temps. Voilà, ça m'a permis vraiment cette expansion et cette ouverture d'esprit, je dirais, par rapport à soi et par rapport à l'autre, parce que c'est pour moi la différence qui fait la richesse des personnes. Voilà. Alors, vous avez vécu plusieurs séjours longs en Inde. Qu'est-ce que cette expérience a changé chez vous, personnellement et professionnellement? Ouf, beaucoup de choses Thierry, parce qu'en fait, l'Inde, c'est alors à la fois, et je mets un warning, et je pense qu'on en a parlé ensemble, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, pendant le Web Summit, la plupart des personnes vont en Inde pour voilà, une connaissance de soi, comprendre qui l'on est, etc. Et en fait, je mets un warning parce que c'est important de ne pas y aller dans cette optique-là. C'est important que quand on y va, on n'a pas forcément d'attente, on n'a pas forcément d'expectation, comme je veux le dire en anglais, parce qu'en fait, on en prend plein la tête, quoi. Plein la tête à tout niveau, sensoriellement, visuellement. Et d'abord, je vais commencer par la partie professionnelle. Professionnellement, ça a vraiment, ça m'a Ouvert changé. l'esprit? Voilà, ça m'a ouvert l'esprit, mais surtout au niveau du branding, au niveau de l'identité visuelle. Avant, mon branding était bleu, était rouge, orangé. Entre-temps, il a complètement changé. Il est non plus que visuel, mais il est sensoriel, je dirais. C'est à ce niveau-là, et ça m'a beaucoup aidé sur la partie, je dirais, humaine, et humaine, et surtout, j'ai accès différentes options, services dans mon activité. Il y a le branding, il y a aussi la partie human design, développement de soi et coaching. Donc, c'est tout ça que ça m'a amené. Ça m'a amené
beaucoup de richesse à ce niveau-là. Alors, Voilà. alors, Alizé, vous avez beaucoup voyagé. Vous Mm. avez voyagé au Canada, en Islande, à Madagascar, parce que vous êtes d'ailleurs binational, en Europe. Pourquoi ce besoin constant de mouvement? C'est une bonne question, Thierry. Je pense, pour être tout à fait honnête, qu'il y avait un besoin de me connaître moi, parce qu'on le dit souvent, hein, quand on bouge, on a aussi, on se voit dans euh, différentes situations, différentes cultures. Donc en fait, il y avait un besoin de me connaître. À l'heure d'aujourd'hui, je voyage un peu moins parce que j'ai justement ce besoin de me stabiliser beaucoup plus. Donc je fais beaucoup plus d'allers-retours, voilà, entre le Portugal et la France parce que ma famille est en France. Mais voilà, c'est surtout pour cet aspect de recherche de soi, de connaissance de soi, de compréhension de soi-même et, euh, et surtout quand on le peut, parce que je sais que c'est un privilège de pouvoir voyager et ça, il ne faut pas oublier de le rappeler. Voilà, à ce niveau-là. Alors, vous avez travaillé avec des structures comme les éditions Milan, Busseret. Qu'est-ce que ces expériences classiques vous ont appris? Bah, que le freelance, c'était pour moi. Je veux dire par là que... Moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Non, en Voilà une fait, réponse directe. Bah, le freelance, en fait, ouais, c'était évident ensuite. c'est ça. Non, en fait, vraiment, non, j'ai adoré travailler surtout aux Mhm. éditions Milan. J'en garde un très très bon souvenir parce que voilà, l'équipe était super, était géniale. Mais et ils le savent, hein, il y a pas de, c'est pas caché du tout entre nous, c'est que j'ai jamais compris, si vous voulez, la structure enfin si je l'ai compris, mais pour moi en tout cas, d'où le fait que c'est important de se connaître, d'avoir des horaires 6 heures tous les jours, tous les jours, tous les jours, et puis être entre quatre murs, entre guillemets. Alors, je dénigre pas le salariat, hein, c'est pas ça du tout, mais je pense que la vie, c'est plus que ça. Je pense que la vie, c'est plus que travailler derrière même si on le fait là, hein, derrière un bureau, sur son ordinateur, c'est pas pour moi. Pour moi, c'est le fait de pouvoir bouger, d'aller dans mon jardin si je le veux, de jouer avec mes chats. D'ailleurs, si j'ai Ouais, c'est des ça, enfants. c'est d'avoir votre liberté. C'est-à-dire de vous dire le matin, j'ai envie de faire ça ce matin, j'ai pas envie de me mettre à faire de la créa, eh bien, je vais pas en faire parce que je me sens pas inspiré. Par contre, si j'ai envie de travailler jusqu'à 3 heures du matin ou 5 heures du matin parce que j'ai une inspiration folle, je fais comme je veux. C'est un peu comme les artistes quand ils enregistrent certains morceaux de disques ou autres, bah, on apprend que quand ils sont en studio, de temps en temps, à 1 heure du matin ou 2 heures, ils réveillent l'ingénieur du son en lui disant, allez, viens, on va faire une prise. Et puis de temps en temps, bah, c'est le génie artistique qui fait que, bah, voilà, c'est un peu ça. Donc en fait, le salariat ou un peu l'aspect métro boulot dodo par rapport à ce que vous faites, c'était pas forcément pour vous. C'est amusant d'ailleurs cette réflexion parce que vous n'êtes pas la seule à l'avoir. J'ai interviewé aussi une autre personne et qui elle a fait un burn-out justement parce qu'elle était dans le métro boulot dodo. Elle est partie vivre à l'étranger et là, elle a une vie totalement libérée. En fait, elle fait vraiment ce qu'elle veut. Voilà. Donc, je le dis. Alors, vous avez évidemment pleinement privilégié le statut d'intervenante plutôt que celui de salarié. Ça a été votre choix. Donc, on a compris, en fait, vous l'avez clairement exprimé. Alors, vous avez choisi, bien entendu, le freelancing dès la sortie de l'école. C'est quand même un choix qui n'est pas évident à faire parce que ça veut dire que c'est très précaire. Vous n'avez aucune certitude, même si aujourd'hui, effectivement, vous avez peut-être un certain nombre de clients et là, vous assurez en fait un revenu qui vous garantit en fait quasiment tous les mois d'être tranquille. Mais au début, il faut le faire. Oui, il faut être un peu fou, je pense. Il faut être un petit peu fou. Mais j'ai toujours été. Déjà, rien qu'à l'école, j'étais déjà un petit peu. Mais mes collègues pourront le dire de l'époque, j'étais Électron déjà. libre, un Voilà, électron déjà libre. un petit peu, déjà un petit et voilà, électron libre. Pour moi, la flexibilité, c'était déjà très important. J'ai déjà été déjà très rêveuse, mais avec une ambition, par contre, qui m'a jamais quittée. Parce que bon, je suis quand même assez ambitieuse, il faut être discipliné aussi pour faire ce que l'on fait, parce que c'est pas que, vous avez raison, hein, Thierry, quand vous avez dit la précarité, quand j'ai commencé, je ne vous cache pas que je suis tombée sur
tout type de clients. Et quand je dis la clientèle, ça, des fois, ça pouvait être toxique. C'est soit des personnes qui ne payaient pas. Enfin, j'ai appris sur le terrain, quoi. J'ai vraiment très, très vite. Et puis, dans ce milieu-là, on a besoin, on a intérêt à apprendre très, très vite. Donc, puis quand vous n'avez pas de background, quand vous n'avez pas de passé, c'est pas évident de convaincre des grandes entreprises pour qu'elles puissent vous faire confiance et vous donner un travail récurrent, permanent. Là, vous avez plus affaire à des gens qui vous demandent une tâche et qui ne savent pas forcément apprécier le temps, le travail que vous faites, que vous passez pour pouvoir avoir justement ce génie créatif. Je crois que, et surtout en France, j'ai remarqué, moi, ayant eu la chance de vivre pas mal à l'étranger, la France est un pays toujours très compliqué. oui. Les Français sont toujours plus difficiles. Exactement, et je partage votre avis. Alors, je suis désolée, il y a mon chat qui est là, qui dit bonjour à la caméra. C'est bien, voilà, il faut nous montrer le chat, voilà. Voilà, je vous l'ai dit en premier, mais oui, je partage complètement cela. Je trouve qu'en France, alors non pas pour nous taper sur nous les Français, hein, on a une très belle culture, etc., mais tout n'est pas à prendre selon moi. On a encore un peu ce background où on est un petit peu en retard, je trouve, dans notre manière de faire. Et on est assez fermé encore, je trouve, au niveau de l'expérimentation entrepreneuriale. Par exemple, aux États-Unis, alors non pas que c'est pour moi le pays de la liberté, surtout maintenant, mais c'est surtout au niveau de l'entrepreneuriat, le fait d'avoir une failure, d'avoir un échec, ce n'est pas vu justement comme un échec. C'est vu comme un essai. Et c'est tout ça qui fait la différence pour moi entre l'entrepreneuriat français et l'entrepreneuriat américain. Donc, alors, oui. Est-ce que vous avez failli un jour vous dire c'est bon, j'en peux plus, j'arrête? Est-ce que vous avez failli arrêter ou vous vous êtes toujours dit c'est pas grave, je continue, demain ça finira par payer? Bien sûr, Thierry, il y a eu des moments où beaucoup de fois, je Des me moments suis de dit, doute. voilà, c'est ça, il faut. Et en fait, ce que je disais, parce que c'est important en fait d'avoir un entourage qui nous soutient dans ce que l'on fait. Et c'est important, à mon sens, le doute n'est pas destructeur. Le doute peut être destructeur quand on reste dedans. Il faut faire la différence entre entre la peur paralysante et la peur motrice. Et quand on ressent une peur motrice, ça veut dire qu'il faut y aller. Il faut y aller parce que justement, c'est sortir de sa zone de confort. Mais quand on ressent une peur paralysante, ça veut dire que ce n'est pas forcément là où notre soi, je dirais, pourrait aller. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Alors, qu'est-ce que vous définiriez le plus avec le mot réussite? Est-ce que c'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires, donc avoir réussi à avoir un chiffre d'affaires récurrent, ou un emploi du temps qui vous laisse une grande liberté? Même si finalement, peut-être que vous travaillez plus que beaucoup aujourd'hui. Alors, je pense que la réussite dépend vraiment de chacun. Pour moi, la réussite, je le prends qu'à moi parce que je pense que vraiment, c'est assez subjectif. C'est vraiment de me dire waouh, en fait, c'est le chemin parcouru que j'arrive. En fait, les actions que j'ai menées m'ont arrivé jusqu'à ce que je suis arrivée aujourd'hui. Il y a 5 ans de ça, c'est exactement, enfin, je ne pensais pas arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est de voir qu'en fait, cet alignement avec soi-même, pour moi, ça, c'est la vraie réussite, en fait. Vraiment. C'est bien, vous avez réussi à aligner toutes les planètes alors. C'est ça, on essaie. C'est pas encore toujours le cas, mais on fait tout pour. On fait tout pour. Bon, alors, bien entendu, alors, dans vos propos, vous parlez très fréquemment de termes comme branding, aligné et humain. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous, puis pour les marques que vous représentez? Alors, le branding, c'est l'image de marque. C'est en quelques secondes, on va comprendre ce que c'est. Et c'est pas forcément que du visuel. On représente son propre branding. On est ambassadeur de son propre branding. L'échange que l'on a là, Thierry, par exemple, il y a une énergie qui se dégage entre nous. Il y a une énergie que l'on donne. Il y a une énergie que les gens perçoivent, même au-delà du mot, le body language, etc., etc. Ça, pour moi, c'est du branding. Et à l'heure d'aujourd'hui, je connecte à la fois le branding intérieur, donc se connaître soi-même, parce que c'est important de se connaître pour avoir les mots nécessaires, et le branding extérieur. C'est en ça que j'allie la stratégie avec l'image et l'énergie, on va dire. Pour moi, c'est un tout, c'est holistique. Et voilà, je pense que Là, c'est l'Inde. Là, c'est l'Inde qui vous marque. Hein. Ça, c'est l'Inde qui ressort. Là, c'est holistique. Voilà. C'est bon, Ça, on a compris.
Ouais. Et quelle est justement, comme vous avez une perception internationale parce que vous vivez à l'étranger, parce que vous avez rencontré des entrepreneurs dans différents pays, quelle est l'erreur la plus fréquente que vous observez finalement chez les entrepreneurs en matière d'image? Qu'est-ce que vous leur diriez? En matière d'image ou plutôt en entrepreneuriat, enfin, simplement? Ouais, alors comme vous voulez, en entrepreneuriat ou en parler d'image parce que c'est votre job principal. Donc, Oui. Bah, pour moi, les 2 sont liés. Je dirais que déjà, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est l'erreur courante que peut faire les entrepreneurs et surtout, au-delà de l'image de marque, c'est quand on fait un service, c'est pas que de proposer que des services, c'est faire des offres à côté, c'est proposer des tutoriels, proposer en fait un framework qui pourrait générer du revenu passif aussi. C'est ce que je fais avec Canva. Et donc ça, c'est la première erreur. Et la seconde erreur, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas se donner des objectifs, je dirais, qui sont difficilement atteignables dans l'immédiat. Moi, je le dis souvent, il faut faire des baby steps. Il faut prendre l'image d'une échelle. L'échelle, on ne va pas pouvoir monter directement au-dessus de l'échelle. Il faut prendre des petites barres pour aller en fait à l'échelle suivante, enfin au haut de l'échelle. donc, ce que vous êtes en train de dire, si je l'essaie de le transcrire, même si c'est très clair, Oui, oui, oui. ça veut dire que si demain je vous donne une communication à faire pour une marque, vous allez dire on va pas démarrer tout de suite à tel stade. En fait, on va commencer à créer un univers et au fur et à mesure, on va le faire progresser. On va habituer les gens et on va les faire vivre et les amener vers là où on doit les amener, mais on ne pourra pas le faire immédiatement parce que le step est beaucoup trop important dans ce cas-là. C'est Donc, ça. il y a un gap, donc ça, c'est pas bon. Donc, on va les faire, c'est ça, c'est une croissance sur Une croissance. plusieurs, voilà. Et donc, c'est ça que vous allez c'est ça que vous proposez finalement. Exactement. Le funnel, c'est très, très important. On ne va pas vendre directement à la personne. D'abord, il faut réchauffer, entre guillemets, sa communauté. Et on dit souvent, sans mauvais jeu de mots, sans mauvais jeu de mots, mais par exemple, si je prends un quotient sur 1000 personnes, il y a 100 personnes qui vont être intéressées 100 personnes qui vont être intéressées pour acheter en fait les offres, etc. Ça ne va pas se faire comme ça. C'est pour ça qu'en stratégie marketing et en image de marque, on utilise en fait un funnel. Et pour ça, en fait, c'est comme un entonnoir en fait. Oui. Bien sûr, j'adore ce mot funnel. Je vais vous faire une confidence. Comme je sais que personne ne nous écoute, donc je peux le faire. Je n'ai pas honte, je n'en rougis pas. Au début, les gens parlaient de funnel, pardon, et moi je comprenais tunnel. Et je me disais, mais ouais, voilà. Mais finalement, c'est un peu la même chose. C'est la Donc, même chose. Et vous avez complètement raison en fait. Il n'y a pas de honte parce que c'est mais la même chose. C'est en français voilà. et en anglais. Et c'est ça. Mais au début, je me disais, mais pourquoi ils utilisent ils ont un problème de diction. Je Oui, comprenais pas. Puis c'est bon, nous et effectivement, l'anglicisme. non, mais c'était juste amusant. Je faisais juste une aparté. Est-ce que vous trouvez d'ailleurs aujourd'hui que certaines marques sont aujourd'hui en décalage total avec leur époque? Oui, 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 oui. Oui. Il y a eu plusieurs. Moi, j'ai dans la tête, pour donner une image Hmm. concrète, la marque Kodak, je crois, Ouais, ouais. L'appareil euh, photo qui était leader, voilà. qui était la marque leader il y a 20 ans ou 30 ans et qui s'est littéralement cassé la figure. Oui, oui, ils se sont écroulés parce qu'ils n'ont pas pris en compte l'écosystème en fait d'aujourd'hui. En fait, il faut comprendre qu'on est dans une expansion qui va très vite. Avec l'IA, avec la modernisation, avec le digital, en fait, si on ne prend pas en compte comment dire, notre environnement actuel, on va se casser la figure. Peu importe la longévité qu'on a, vraiment. Ouais, mais là, vous parlez de Kodak. Alors, Mm. Kodak, c'est un bon exemple, effectivement, d'une société mais c'est aussi une société qui n'a pas compris que Oui, le marché du numérique allait prendre le pas et allait devenir le marché le plus important sur la photographie classique. Et eux sont restés dans les appareils photo classiques. Ils n'ont jamais pensé que les appareils numériques finiraient par prendre le dessus. Donc, quand ils s'en sont rendus compte, c'était beaucoup trop tard. C'est un peu aussi, vous savez, c'est comme dans les téléphones aussi à l'époque. On avait tous un produit canadien, pour ne pas le citer,
le BlackBerry, qui était le leader du marché, et Apple l'a littéralement détrôné. Il n'avait pas cru non plus au fait de pouvoir appuyer sur des touches avec les doigts et qu'il n'y ait pas des boutons à la place. Pourtant, voilà, avec des applications qui viendraient se mettre directement. C'était le génie d'Apple. Ils l'ont pas vu venir. C'est ça, c'est pour ça que c'est super important de faire une veille vraiment concurrentielle et d'appréhender en fait dans le monde dans lequel on vit. On a l'exemple concret, comme vous l'avez dit. Ouais. Alors justement, Alizé, est-ce qu'il vous arrive, comme on vient de l'évoquer, on a pris évidemment certains thèmes, on a parlé de Polaroid, on a parlé de BlackBerry, est-ce que ça vous arrive par exemple de refuser certains projets de clients pour rester fidèle à vos propres valeurs? Ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé. Pour être sincère avec vous, il y a des projets même que je me suis rendu compte qui n'étaient pas faits pour moi. Mais c'était un peu trop tard, ça s'est fait par rapport à la suite. Parce qu'en fait, voilà, soit nos valeurs, soit notre vision, notre manière de travailler n'ont pas fonctionné. Mais oui, ça m'arrive complètement. Ça, pour moi, c'est le propre, sachant que je suis quand même sur un terrain, pas sur un terrain, mais sur un positionnement qui est assez fort, de mélanger à la fois le développement personnel, la stratégie, parce qu'il faut avoir, l'intuition n'est rien sans la structure et le cadre. Pour moi, ce sont vraiment des topics qui sont importants et ça ne peut pas parler à tout le monde et ça ne peut pas non plus marcher avec tout le monde, je dirais. Donc, et ça, j'en ai complètement conscience. Alors maintenant, on va parler d'un sujet évidemment, et je sais que nombreux sont ceux qui ont envie de vous entendre, parce que évidemment, c'est une entreprise, alors là, qui a su très bien développer sa marque, son nom, d'une manière internationale, pour devenir quasiment la marque leader dans le domaine évidemment de la création d'images, c'est Canva. Alors, je ne sais pas d'abord si je le dis bien. Est-ce qu'on dit bien Canva ou est-ce que, bah voilà, au moins, vous voyez, c'est mieux que Funel et Tunnel. Donc voilà. Alors, on voit évidemment souvent, et d'ailleurs, vous les portez, vous êtes à la fois Canva Creator, et là, en plus, vous êtes ambassadrice. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire au quotidien? Concrètement, alors on a un groupe dans lequel en fait, donc Canva France, on est 200, à peu près 200 au niveau national en France. Donc D'accord. 200 Canva Creators, c'est ceux qui créent en fait la bibliothèque d'images et de visuels dans Canva au niveau de la France, parce qu'en fait, alors pas tous les pays ont leur Canva Creator, parce qu'il faut différencier les Canva Creators et les Canvassadors. Moi, je suis les deux. Donc on est 200 à ce niveau-là, donc on crée en fait une librairie d'images, comme je l'ai dit, d'images et de visuels. Et les Canvassadors, on a à peu près une vingtaine en France. On crée des webinaires, on crée des événements autour de Canva. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que ça vient par nous et de nous, en fait, les nouveaux outils. C'est à nous de communiquer dessus à ce niveau-là. On a des partenariats. Par exemple, récemment, on a eu un partenariat avec Pinterest, Solidatech aussi. Donc, c'est vraiment en fait de la vulgarisation du design pour le rendre, c'est vraiment les valeurs de Canva. Et c'est par nous que passent justement ces aspects-là et c'est cette joie d'ailleurs de pouvoir partager tout ça, parce qu'il y a vraiment, c'est une communauté qui est vraiment très bienveillante et franchement, c'est cool. Puis on est invité aussi un peu partout, ça c'est super. Récemment, j'ai été invitée aux Açores pour justement speecher sur Canva et le design. Donc, c'est chouette. D'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes une vingtaine d'ambassadeurs, alors qu'il y a 200 créateurs. Donc, ça veut dire que vous êtes moins de 10%. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle le top niveau de la marque. Ça veut dire que c'est vous qui défendez, en fait, qui essayez de comprendre d'abord quand la marque lance quelque chose de nouveau, de comprendre tout l'intérêt propre, voire de rapporter à la marque en disant, ouais, c'est pas forcément évident, ça ne rapportera rien, ou ainsi de suite. Mais c'est aussi ensuite d'aller faire des webinaires. Donc, ce qui veut dire pouvoir parler évidemment du produit, le faire comprendre à une majorité de personnes pour que de plus en plus de personnes puissent utiliser les produits Canva qui sont faits. Alors, on l'a bien compris. Donc, est-ce que les gens idéalisent ce rôle? Comment les gens perçoivent ça? Voilà, c'est quoi la réalité? Comment vous le voyez? Parce que vous l'avez dit, moi j'ai été me déplacer là aux Açores, je viens de me déplacer là.
fais ci, je fais ça, donc on fait plein de choses. Ça doit vous occuper pas mal de temps. Vous êtes rémunéré quand même pour faire ça. Oui, j'ai été rémunérée, oui. J'étais rémunérée. D'accord. Oui, je pense que les gens nous idéalisent un petit peu parce qu'au final, oui, on a des responsabilités, mais c'est un titre comme un autre, je dirais. C'est vraiment un titre comme un autre. Et surtout, ce qui est important pour les valeurs de Canva, il faut le rappeler, c'est d'être une bonne personne. Ils le disent vraiment dans leur charte. C'est vraiment écrit noir sur blanc, c'est d'être une bonne personne et dans le sens de promulguer la bienveillance. Donc, pour moi, c'est vraiment... c'est là où je me sens le mieux, vraiment. Alors, bon, on est tous à un moment ou à un autre allés un jour sur Canva. Moi, le premier, je ne suis pas le roi là-dedans, donc voilà. On va y venir, bien entendu. Canva intègre de plus en plus d'intelligence artificielle. C'est vraiment quelque chose, d'ailleurs, que beaucoup ont développé. Aujourd'hui, on est même capable de faire des images en utilisant même ChatGPT, Gemini ou d'autres applications, Grok ou autres. Donc, on est capable aujourd'hui de dire je voudrais ça, 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 et puis l'intelligence artificielle va quasiment vous la créer avec les textes. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'un jour ou l'autre, l'intelligence artificielle finisse par remplacer l'humain? Comment vous le voyez? Ça, Thierry, c'est vraiment une question qui est au centre même de mes préoccupations. Surtout en tant même que graphiste, en tant même que créatrice, je dirais. En fait, je disais récemment à des amis que l'IA, même sur Canva, parce qu'il peut le faire, ça doit rester un accompagnement, ça doit rester un outil d'accompagnement, ça ne doit pas nous remplacer. Donc, c'est vrai que Canva permet aussi de créer des images, voilà, l'IA générative, parce que je différencie l'IA générative avec l'IA de Canva. Par exemple, avec le IA de Canva, on peut créer du code, on peut traduire un texte, etc. Il n'y a pas que le côté génératif, et ça, faut le prendre en compte. Donc oui, bien sûr, bien entendu, j'ai quand même cette peur-là, surtout à la vitesse dans laquelle le digital progresse. Mais justement, je suis défentrice, je ne sais pas si ça veut dire défenseuse, défenseuse de la création pure et dure, et que l'IA nous apporte cet accompagnement, en fait. Pas que ça, justement, créer tous les visuels que je fais, en fait, c'est moi qui les fais, qui travaille dessus, les créations, je n'utilise pas de l'IA. Par contre, ça peut m'aider, par exemple, dans la structure d'un texte, dans la structure voilà, ouais, plutôt dans la structure, ça oui, c'est un parce que le risque, c'est en regardant ce que vous faites et en reprenant tout votre cursus d'images, de photos, de tout ce que vous avez pu faire depuis des années, c'est de tout donner à la machine. Et la machine, elle va très, très vite. Elle est capable de se dire, bon, ben voilà, maintenant je sais à peu près comment elle fonctionne et donc qu'est-ce qu'elle va être capable de faire, comment elle va réfléchir. Donc, c'est-à-dire que c'est encore à vous de vous adapter, de surprendre encore et d'aller encore plus loin. C'est un peu ça. Ça veut dire que vous devez, grâce à l'IA, aujourd'hui, vous surpasser. C'est un peu ça, et d'ailleurs, il y a beaucoup de clients et même de designers qui en souffrent parce qu'il y a beaucoup de clients qui utilisent des logos avec l'IA de Canva ou peu importe. Ouais. Et là, je mets un point d'honneur à dire, alors oui, ça peut aller vite, mais ça se ressent dans le branding, dans l'essence de l'image de marque, que le logo est sans âme, en fait. Et c'est pas du tout représentatif de ce que vous faites. Donc, c'est pour ça que je dis attention. Justement. Et alors, je tiens à le dire parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question. Moi, le premier, je me posais la question quand on utilise des miniatures ou des formats qui ont été générés par l'IA, ça veut dire sans qu'on ait fait quoi que ce soit, c'est-à-dire non pas qu'on n'ait pas demandé à Madame l'ambassadrice de Canva de nous le faire. Et ben, on se retrouve de temps en temps avec un petit truc marqué CR en noir. Par exemple sur la miniature YouTube ou autre, et je me posais la question, mais qu'est-ce que j'ai pas mis ça et pourquoi ça vient se rajouter? Et en fait, des sociétés aujourd'hui comme YouTube rajoutent, à partir du moment où ils détectent que ça a été construit quasiment cette image avec de l'IA, ils rajoutent ce petit CR pour dire attention, c'est une image qui n'a pas été faite par l'humain, mais qui a été faite par l'IA. Donc ça commence à rentrer en tout cas ouais. Donc voilà, je ne sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, voilà. Vous voyez, parce que vous, Madame l'ambassadrice, eh bien, vous n'utilisez pas évidemment l'IA pour faire vos propres dessins. Donc la machine le détecte et donc sait que c'est vous, votre création. Moi, qui suis d'une nullité chronique,
j'utilise l'IA et donc évidemment, j'ai le droit à ma fameuse pastille. C'est gratuit, ça rapporte rien, mais voilà. Donc je le dis, voilà à quoi sert cette petite pastille noire pour les gens qui se posent la question. Et alors maintenant, j'aimerais bien qu'on passe à un exercice pratique. Euh, je pense qu'il y a plein de gens qui voudraient voir, qui voudraient essayer de comprendre comment on fait euh, une image, comment on est capable de la créer comme ça, quasiment en direct. Alors, est-ce que vous pourriez nous montrer, voilà, comment créer, par exemple, je ne sais pas, une miniature, d'ailleurs, de ce que nous sommes en train de faire. Ah, il a changé de couleur. Le chat a changé de couleur. Vous avez vu, c'est magique. Vous avez Et deux alors, chats. oui, j'ai 2 Ouais, chats. d'accord. Donc, je me suis dit, tiens, elle a fait du graphisme, elle l'a repeint en 2 minutes. Génial. Même ça, C'est elle est capable. Elle est, c'est elle est, ça. elle est aussi ambassadrice. Non, non. Donc, en restant sérieux, est-ce que vous pourriez nous faire et nous commenter? Moi, je vous regarde. Je voudrais que vous nous fassiez une miniature en quelques minutes pour nous montrer Pardon. ce que vous êtes capable de faire. Donc là, je vais utiliser un modèle qui est sur Canva. On va écrire miniature YouTube. Comme ça, on est directement au format. Ensuite, j'importe les photos de Thierry, qui est directement sur mon ordinateur. Je la mets ici, par exemple. Voilà. Et puis, je prends une photo de moi. Donc, voilà, je vais prendre celle-ci. On va essayer de prendre à peu près le même grandeur. Je vais effacer l'arrière-plan, mais après il faut Canva Pro. Je modifie un petit peu les couleurs. Un peu plus de luminosité, voilà, pour matcher un petit peu les couleurs entre elles. Là, j'ai utilisé un fond où j'ai écrit Studio Podcast. Voilà, je me suis dit ça peut être intéressant. Comme ça, on voit que c'est directement une vidéo YouTube pour la miniature. J'ai pris des éléments d'un autre projet. Là, c'est normal que l'écriture soit en dessus. Hop, je change les couleurs pour que ça matche avec le visuel. On va dans les calques, on met ça en dessous. Hop. Et voilà, on a interview. Je vais mettre les noms, les logos et on est bon. Je rajoute le nom. Un petit effet derrière pour qu'on puisse voir bien. On va essayer de prendre dans la charte. Les couleurs de la charte. Pareil pour celui-ci. On met un petit arrière-plan. Tac. Très important d'avoir la même hauteur de fonte. La taille de police. Je rajoute les intitulés de chaque poste. Hop. On essaie d'aligner tout ça. Clic droit, aligner les éléments. Centre, c'est pas un centre comme ça que je veux. Voilà. Et voilà. Ah, je me suis trompée, pardon. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne par calque. Ah, voilà. On a terminé. J'ai fait en sorte de me rendre un peu plus minimaliste tout ça. Et on est bon. J'espère que ça plaira à Thierry. Ah oui, effectivement.
Donc là, on le voit. Merci beaucoup, Alizé. En quelques minutes, eh bien, vous venez de le réaliser. Merci, Madame l'ambassadrice. C'est mieux que les chocolats. Voilà, là, c'est. Ça Voilà. fait pas Donc, grossir. évidemment, cette miniature, je serais ravi de pouvoir dire plus tard, bah voilà, sur ces Français de l'étranger, eh bien, nous avons une miniature qui a été réalisée par une ambassadrice Canva. Et d'ailleurs, j'en profite en même temps pour rappeler que si vous aimez cette vidéo, si vous la trouvez sympa, et puis si vous aimez en même temps le travail que fait Alizé Laurence, et puis un petit peu moi, les commentaires, eh bien, vous likez, parce que plus vous likez, plus l'algorithme YouTube aime ça, et plus il va proposer ça à de nombreuses autres personnes, d'autres Français, qui seront peut-être inspirés justement par ce que Alizé fait. Peut-être la contacteront-ils directement en lui disant bah, tiens, Alizé, j'ai vu votre vidéo, moi je serais intéressé, vous puissiez me donner des conseils, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se posent plein de questions, ne serait-ce que pour aller vivre à l'étranger. Voilà. D'ailleurs, comme on parle évidemment d'étrangers, alors likez et puis abonnez-vous à la chaîne parce que pour nous et pour moi tout particulièrement, c'est la meilleure des récompenses. Plus on a d'abonnés, plus on pèse. Et puis en même temps, quand vous serez abonné à la chaîne, eh bien, nous pourrons vous faire profiter d'offres exceptionnelles. Par exemple, on vous offrira des pourcentages sur les SIM cartes. Vous savez, les cartes que l'on utilise quand on est à l'étranger. Eh bien là, avec UBG, eh bien, vous pourrez bénéficier d'une offre exceptionnelle, ce qui vous permet que quand vous partez dans un des 200 pays dans lesquels ils sont présents, avec la même carte, eh bien, vous pouvez utiliser les eSIM directement sans avoir à passer par le réseau français si vous êtes abonné en France ou ailleurs, parce que ça coûte toujours très cher quand on utilise un réseau téléphonique à l'étranger. De temps en temps, ça monte à plus de 13 € le méga, je peux vous en parler. J'ai déjà payé pour voir. Je remercie d'ailleurs les opérateurs français de m'avoir autant facturé pendant des années. Voilà, donc au moins c'est dit. Alors, on est à l'étranger, vous vivez au Portugal, vous l'avez dit tout à l'heure, à Lisbonne plus précisément. Et là, vous avez une source d'inspiration exceptionnelle. Vous habitez à Lisbonne, vous avez créé Lisbonne Network. Lisbonne Network, vous n'êtes pas allé chercher le mot ailleurs. Là, c'est vraiment du génie, de branding. On ne pouvait pas mieux faire. Sauf qu'aujourd'hui, Lisbonne Network, ça réunit beaucoup de créateurs. Parlez-nous un petit peu, pourquoi d'abord avoir choisi de poser un peu vos valises à Lisbonne, et puis qu'est-ce que cette ville a de spécial justement pour les créatifs, parce que c'est une ville où il y a beaucoup de digital nomades qui viennent. Mais c'est le cadre quand même qui est idyllique. Enfin, on travaille, on parlait tout à l'heure du métro boulot dodo. Là, au lieu du métro boulot dodo, on est sur notre ordinateur, il est 5 heures, on a envie de faire un plouf dans l'eau, ben on va à la plage. C'est juste à côté, c'est à 15 minutes. Donc voilà, c'est quand même le cadre. Pourquoi aussi? Parce que c'est quand même un hub entrepreneurial qui est entre les États-Unis, l'Europe. Et donc l'Asie, je trouve que c'est très stratégique en termes de poids entrepreneurial, et qu'il y a pas mal d'expatriés, d'entrepreneurs ici, internationaux. Et ça, c'est quand même un portail, c'est une porte qui m'a ouvert à beaucoup de... je ne me suis pas trompée, quoi. C'est vraiment une porte qui m'a ouverte beaucoup d'opportunités. Maintenant, je travaille avec des clients internationaux. Récemment, c'était en Afrique. Aussi, j'ai travaillé avec des clients en Inde. Mon assistant est indien d'ailleurs, et parce que je travaille avec une équipe. Donc, en Inde. Mais là, quand il est indien, c'est pas indien à Lisbonne, c'est indien en Inde. Voilà, c'est ça, indien en Inde. Mais donc je veux dire par là, c'est. Mais ça veut dire que vous travaillez avec des équipes qui sont de par le monde, donc voilà, principalement en Inde. Et on sait que l'Inde est évidemment, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh sont des pays où on a beaucoup de gens qui sont des génies de l'informatique. Complètement. Et ça se passe très bien, donc, du coup, avec mon assistant. Et puis, surtout, je fais attention à bien le payer aussi, parce que ça, c'est important aussi. Ça fait partie de mes valeurs. Et oui. Non, oui, alors en euros, mais en roupies. Du coup, la personne reçoit en roupies. Ah oui. Voilà. Et pour revenir du coup sur le positionnement à Lisbonne, c'est quand même c'est une chance de pouvoir travailler avec des clients internationaux et des entrepreneurs internationaux avec toutes sortes de backgrounds. Ok, mais alors Lisbonne Networks, on a compris, c'est un réseau qui s'est créé il y a quelques années. Je me rappelle d'ailleurs, j'étais présent d'ailleurs le jour où vous avez fait votre première réunion pour présenter un peu Lisbonne Network. Et vous étiez en train de... personne ne pouvait penser que ça serait aussi populaire. Aujourd'hui, c'est un vrai site
et WhatsApp. Hein, c'est un groupe, pas qu'un groupe d'ailleurs, parce que maintenant j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs groupes sur Lisbonne Network, une vraie communauté que vous avez su créer au fil du temps. Ça réunit quoi? Et puis, est-ce que les gens collaborent entre eux? Alors aujourd'hui, on est à peu près plus de 2000 sur toutes les plateformes, Ouais. en comptant le groupe WhatsApp, Instagram, Facebook et LinkedIn. Euh, donc on est à peu près 2000. Il y a des amitiés qui se sont créées. Il y a des projets qui ont émergé entre des clients et des entrepreneurs. Il y a des communautés, le fait de coworker ensemble, des événements qui ont pris de l'ampleur, des activités aussi qui ont pris de l'ampleur parce que moi je laisse, et pas que moi d'ailleurs, on est 6 à gérer la communauté. On laisse en fait la porte ouverte. Pour nous, c'est très, très important qu'on peut s'exprimer, donner son activité comme ça, et puis que tout le monde puisse en profiter. C'est le principe, hein, l'entraide. Donc voilà, c'est ça, The Lisbon Network. C'est vraiment cette entraide, je dirais, de la communauté franco-lusophone et aussi bientôt en anglaise, parce qu'on aimerait que ce soit un peu plus ouvert. D'où le fait que le nom s'appelle The Lisbon Network. Et c'est vrai que je suis pas, enfin, c'est moi qui le pense, je suis pas allée chercher très loin. Je me suis dit, bon, bah, le réseau de Lisbonne, The Lisbon Network, tout simplement. Oui, et puis ça aide énormément aussi à l'expatriation, puisqu'en fait, les personnes qui ne connaissent pas encore Lisbonne, en général, ils vont dans ce groupe-là et puis ils posent plein de questions pour trouver que ce soit le logement, pour trouver tout ce qui est fiscalité. Il y a tout type en fait de background dans le Lisbon Network, et tout type d'âge aussi. Et c'est ce qui fait la richesse du groupe, l'entraide. Voilà. Pour y adhérer, demain, j'ai envie de. Bon, moi, j'en fais partie. J'étais dès le début, donc je ne vais pas le cacher. Mais j'ai adoré ce que vous avez fait. Donc, c'est une très belle réussite et bravo. Si demain, des personnes qui nous écoutent sont intéressées et veulent pouvoir être sur Lisbonne Network, mais qui ne sont pas au Portugal, ils peuvent ou ils ne peuvent pas? On n'est pas fermé complètement. Après, peut-être que ça peut aider d'un point de vue entrepreneuriat. Ils peuvent. Après, le but, c'est quand même d'aller de venir sur Lisbonne. Voilà. Et tous les créateurs qui sont là, c'est plein de créatifs, c'est plein, voilà, on trouve plein de personnes, quasiment le marché finalement des digital nomades, on va dire, sont présents. Est-ce que ces gens aussi, vous les voyez se faire des réunions entre eux, s'entraider entre eux, se créer des business, en fait, voilà, réfléchir sur des thématiques? Oui, voilà. Oui. Oui, j'ai pensé justement à deux personnes concrètement, Eddy et Anne-Sophie, où Anne-Sophie, c'est une créatrice de sites web, et Freddy cherchait en fait quelqu'un pour faire des sites web. Et d'ailleurs, la success story, je voulais faire ça, j'ai pas eu le temps, parce que c'est quand même, ça prend beaucoup quand même de place mentalement aussi. Il y a eu beaucoup de projets qui ont émergé vraiment concrètement, et des personnes qui ont trouvé des clients. Et d'ailleurs, quand je dis anciens, c'est mes derniers clients en date, viennent de The Lisbon Network, parce qu'il y a du bouche à oreille, etc. etc. Ouais. Impressionnant. Et le temps personnel, vous le trouvez comment? Parce que entre Lisbonne Networks, qu'il faut administrer quasiment 24/24, parce que ça marche la jour, ça marche la nuit. De temps en temps, il faut aussi enlever certaines publications parce que de temps en temps, certains mettent tout et n'importe quoi, ou c'est un peu trop de racolage. Donc, il faut jouer le rôle de modérateur. Donc, c'est pas beaucoup dormir parce qu'il y en a toujours un qui va attendre. C'est bon, elle dort. On va profiter. On va balancer le texte. Elle l'aura quand elle sera à son réveil. C'est trop tard. Et ah oui, je plaisante, mais ça marche. Il y en a qui le font. Et de l'autre côté, donc effectivement, Lisbonne Networks, donc ça on l'a compris, le fait d'être ambassadrice Canva, c'est aussi une source de travail. Puis le fait aussi d'avoir vos propres clients, vous trouvez le temps où, à titre personnel? Oui, c'est une bonne question, Thierry. Parce que pour moi, le but, c'est vraiment pas le burn-out. Hein. En fait, maintenant, The Lisbon Network, alors c'est vrai, on fait un petit peu moins d'événements. Maintenant, on fait des événements, on va dire, une fois par trimestre, mais des événements très importants, qui sont vachement plus poussés, plus travaillés, parce qu'avant, on avait le format de faire des apéros et de se retrouver, voilà, c'était un peu plus chill. Là, on se dit, on va faire des thématiques qui sont quand même beaucoup plus poussées.
et on va travailler plus la chose en profondeur. Donc, les événements, on les a répartis sur l'année d'un point de vue trimestriel, qui est un peu plus intelligent selon moi. Il y a le fait que le groupe, maintenant, s'auto-alimente par lui-même. On n'a pas forcément besoin d'être là pour pouvoir… Alors, bien sûr, comme vous l'avez dit, par rapport au message, en général, on a un œil de lynx aussi dans l'équipe, donc c'est pas forcément moi qui suis tout le temps dedans. En fait, il faut prendre un peu de recul par rapport à tout ça, parce que sinon… C'est ça, dans le groupe, il y en a toujours un qui est mis. Toi, tu seras de corvée. Aujourd'hui, c'est toi qui vas devoir ne pas dormir pendant toute la… C'est toi qui vas faire la veille stratégique. C'est ça. On a des petites veilles des modérateurs et donc ça, en général, c'est sur la personne qui voit le plus vite. En tout cas, c'est super parce que plus de 2000 personnes quand même, il faut le dire, c'est plus de 2000 personnes aujourd'hui qui sont membres de Lisbonne Networks, ce qui veut dire que c'est un taux quand même très élevé. Ce ne sont que des personnes, donc ça veut dire que si même vous êtes à l'international et que vous regardez cette vidéo, eh bien, vous pouvez à la fois demander à vous inscrire sur Lisbonne Networks et peut-être leur demander, parce que si vous pourrez peut-être trouver des créateurs locaux, donc au Portugal, français, en tout cas qui parlent le français et qui pourront répondre à votre demande, où que vous soyez en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Asie, pas de problème, il y aura juste à gérer votre décalage horaire, mais eux, ils sont ouverts 24/24, donc il n'y a aucun problème. Dernière question, Alizé, j'ai une question très personnelle, donc je pense que vous êtes content de votre vie. Je pense que si c'est à refaire, la réponse, elle est évidente. On refera. Avec les échecs, avec tout, on refera. On refera. Bah, les échecs, on a toujours tendance un peu à les oublier rapidement après, une fois qu'on commence à avoir le succès. Qu'est-ce que vous diriez demain à des personnes qui sont tentées, par exemple, par prendre leur valise et faire un peu ce que vous avez fait? Quels conseils vous leur donneriez? De faire des recherches sur le lieu de vie d'abord et savoir pourquoi on est intéressé par ce lieu de vie, parce que c'est aussi important de bien s'entourer. C'est normal si dans les premiers mois, vous vous sentez un petit peu seul ou quoi que ce soit. C'est comme ça que Lisbonne Network est né, hein, d'ailleurs, c'est venu d'un besoin. Et persister parce qu'en fait, c'est une merveilleuse aventure et on en grandit vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus. Pour vous d'être parti à l'étranger, ça ouvre l'esprit. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'étais pas partie à l'étranger, même si je tiens à dire que je reviens quand même très fréquemment en France. Je ne suis pas tout le temps au Portugal. Mais c'est une richesse et je n'aurais pas pu rencontrer, ça c'est important de le dire, je n'aurais pas pu rencontrer les personnes que j'ai rencontrées à l'heure d'aujourd'hui qui m'ont ouvert des portes. Et même Canva, le succès de Canva vient de là, c'est parce que j'ai fait plein de réseaux et de networks différents que j'ai rencontré les bonnes personnes. Et les bonnes personnes m'ont dit tiens, on a besoin, enfin, on a vu ton portfolio, waouh, c'est sympa et tout. Est-ce que ça te dirait? Je dis bah oui. Donc voilà, n'hésitez pas et surtout allez out of the comfort zone, comme on dit en anglais. Out of the comfort. Exactement, out of the comfort zone. J'aime beaucoup cette expression très française, d'ailleurs, que tout le monde pourra comprendre. Donc, sortez de votre zone de confort. Voilà. Alizé Laurence, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. J'étais ravi, Madame l'ambassadrice Canva, de vous avoir. D'ailleurs, on a pu voir évidemment votre création de cette miniature que je serais fier de pouvoir afficher quand nous publierons évidemment cette vidéo. Et puis j'espère très sincèrement d'abord que cette vidéo vous apportera en même temps la possibilité de pouvoir la montrer à pas mal de personnes, que ça pourra aussi vous créer des opportunités. C'est un petit peu le but. D'ailleurs, je le précise, si vous-même, vous êtes un Français, une Française de l'étranger, eh bien, vous n'hésitez pas, vous pouvez très bien me contacter directement en MP, comme on dit si bien, en MP directement, en message privé, pour me dire, tiens, bonjour Thierry, je serais ravi, je serais intéressé par pouvoir participer, j'ai fait ça dans ma vie, je fais ça, telle chose, et moi je serais ravi de pouvoir faire une interview. On n'a pas que des politiques, on n'a pas que, on a un ensemble de personnes dont vous faites partie. Je suis ravi, Madame l'ambassadrice, de vous avoir eu pour venir nous parler, pour nous montrer évidemment ce qu'est le produit Canva, pour nous expliquer un peu votre cursus professionnel et ce qui vous a permis d'arriver, ainsi que la vie de Lisbonne Networks. Et j'en profite pour saluer toutes les personnes qui sont adhérentes de Lisbonne Networks, parce que j'en ai connu un grand nombre. Alizé, merci. J'espère que cette interview vous a plu. Et puis j'espère qu'on aura…
Vraiment question très pertinente. Merci Thierry, vraiment, de m'avoir Et puis, invité. et puis, si vous voulez, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, surtout, vous n'hésitez pas, ça se passe juste en dessous. Voilà, vous avez des petits boutons, vous avez le bouton like, c'est un pouce vers le haut, donc ça, vous n'hésitez pas parce que l'algorithme YouTube, il adore. Vous pouvez évidemment vous abonner et puis mettez des commentaires. Mettez des commentaires, bon, mauvais, peu importe, vous mettez des commentaires, vous nous dites les choses. Et puis, je suis sûr que de toute façon, Alizé les verra, on pourra lui transmettre et donc, elle vous répondra aussi personnellement. J'en suis intimement convaincu. Ciao, bye bye. Merci à tous. C'était ces Français de l'étranger. Aujourd'hui, c'était Alizé Laurence, ambassadrice Canva. Ciao, bye.